Bonjour à vous, chères étudiantes et étudiants. Alors on reprend le cours de thermodynamique chimique pour la filière SMC pour le semestre S4. Alors nous avons déjà établi la séance dernière l'expression du potentiel chimique qu'on a obtenu qui n'est d'autre que l'enthalpie libre moléaire partielle, c'est-à-dire la dérivée de la fonction enthalpie libre G par rapport au nombre de moles à température et pression constante. Alors maintenant, on va voir quelques propriétés importantes pour ce potentiel chimique. Tout d'abord, on va établir ce qu'on appelle la relation de Gibbs-Duhem, comme pour les grandeurs molaires partielles. Alors prenons la différentielle de sa fonction enthalpie libre G, c'est-à-dire puisqu'il dépend de Tp, donc je vais différencier par rapport à P, et par rapport à la température. Donc je trouve cette expression ici. À partir de là, je constate que tout simplement, dg, la différentielle de dg, ce n'est d'autre que ni multiplié par P de G. Alors je remplace G par le potentiel chimique, donc c'est égal à ni d de ui. Et comme on travaille souvent à température et pression constante, donc la variation de l'enthalpie libre dg à T et P constant est égale à 0, parce que ce terme va disparaître et ce terme va disparaître. Autrement dit, la somme du Ni d de I à T et P constant est égale à 0. Donc c'est ce que j'ai écrit ici. Donc la somme de Ni d mu I à température et pression constante est nulle, ou en fonction de la fraction molaire, Xi d mu I toujours à température et pression constante est égal à 0. Donc pour un système de deux constituants avec les indices 1 et 2, je répète que 1 c'est pour le solvant et 2 toujours pour le solide. Donc vous avez N1 d mu 1 plus N2 d mu 2 est égal à 0. En fonction de la composition, X1, la différentielle du potentiel chimique 1 plus X2 d mu 2 est nul. Donc si on connaît par exemple le potentiel chimique, ou bien l'expression du potentiel chimique du solvant, on peut déduire à partir de cette expression le potentiel chimique du solide. Alors maintenant, on va voir l'influence de la température et de la pression sur le potentiel chimique. Alors partons toujours de la définition du potentiel chimique, U est égal à la dérivée par C de G par rapport à Ni, à T et P constant. Je vais remplacer la fonction G, la fonction thermodynamique, par sa définition. Donc c'est H moins Ts. Donc la dérivée partielle de H par rapport à Ni, donc c'est l'enthalpie libre molaire partielle I. Et pour l'entropie delta S sur delta I, c'est l'entropie molaire partielle. Donc ça me donne HI moins TSI. Et ceci, ce n'est d'autre que l'enthalpie libre molaire partielle. Prenons la différentielle de G cette fois-ci. Donc dGi est égal à dHi moins T d de Si moins Si d de dt. Donc c'est ce que j'écris là. Et partons de la relation H qui est égale à U plus PV, en prenant la différentielle, on retrouve facilement la différentielle de l'enthalpie libre molaire partielle de dGi est égale à dP moins SdT. Et je remplace Gi par I, donc est égal à D de I. Donc à partir de cette expression, on constate que la variation du potentiel chimique
par rapport à la température est égale à l'entropie molaire de constitution I, c'est-à-dire déduit I sur dP est égal à SI, et la variation du potentiel chimique par rapport à la pression est égale à VI, c'est-à-dire le volume molaire du constituant I. Alors c'est cette relation ou cette deuxième relation ici qu'on va utiliser pour déterminer les potentiels chimiques des différents constituants en phase liquide, vapeur et solide. Alors on va commencer par le gaz parfait. Expression du potentiel chimique pour un gaz parfait pur. Alors l'équation d'état, c'est toujours PV est égal à nRT, et je vais prendre le normalement est égal à 1. Et on part toujours de cette expression pour remonter à l'expression du potentiel chimique. Alors la variation du potentiel chimique par rapport à la pression, c'est le volume. Pour un gaz parfait, le volume c'est tout simplement RT sur P. Donc il suffit maintenant d'intégrer entre deux points. Bien sûr, on va intégrer la pression entre 1, l'atmosphère, et une pression PI. Donc le potentiel chimique en intégrant, le potentiel chimique du gaz pur, c'est le potentiel chimique du gaz pur mais standard à température et pression constante, plus l'intégrale entre 1 et P, le volume dP. Alors je remplace ici P par sa valeur, et je déduis le potentiel chimique d'un gaz parfait, c'est tout simplement le potentiel chimique standard à T et P c'est égal à l'atmosphère, plus RT log népérien de. Donc P c'est la pression du gaz, mais P c'est le potentiel chimique standard, avec P une atmosphère. Alors si maintenant nous avons un mélange de gaz parfait, alors pour un mélange de gaz parfait, on va prendre la même expression, seulement on va faire appel à un terme de mélange. Donc le potentiel chimique du mélange, donc ici c'est la fraction moelle en gaz parfait, est égal au potentiel chimique du gaz s'il est tout seul, donc en fonction de T et P, plus un terme qu'on appelle le terme de mélange, RT, log népérien de la fraction YI en phase vapeur. Si bien sûr le gaz n'est pas parfait, donc il suffit de remplacer ici la pression par ce qu'on appelle la fugacité. Donc le potentiel chimique pour un gaz réel, c'est le potentiel chimique standard plus RT log népérien de FI. Et FI, c'est une pression du gaz réel, c'est ce qu'on appelle la fugacité. Alors maintenant pour une phase condensée. Alors je rappelle qu'une phase condensée, c'est une phase liquide ou solide, des constituants purs. Alors on part toujours de cette même expression, c'est-à-dire la variation du potentiel chimique en fonction de la pression qui est égale au volume du corps pur. Et par intégration, c'est toujours le potentiel chimique du corps pur pour la phase liquide ou solide est égal au potentiel chimique standard T et P une atmosphère plus VI dP. Et quand vous connaissez pour un liquide ou pour un solide, dP, si vous voulez, est convergent, c'est-à-dire ce terme va être très faible. On a une faible compressibilité pour les solides et pour les liquides. Donc ce terme, c'est ce qui va être négligeable devant ce terme. Donc ceci nous ramène à écrire que le potentiel chimique d'une phase condensée pure qui dépend de la température et de la pression est égal au potentiel chimique standard et qui dépend seulement de la température. Si nous avons maintenant un mélange idéal, c'est-à-dire un mélange liquide idéal, alors le potentiel chimique du mélange, donc mu, T et P et ici XI, la fraction en phase liquide, c'est égal au potentiel chimique du corps pur qui dépend de T et de P, plus RT log népérien de XI. Donc ici c'est la fraction en phase liquide. Si le mélange n'est pas idéal,
Donc si le mélange n'est pas idéal, on va reprendre la même expression, seulement au lieu de x, on va prendre ce qu'on appelle l'activité de la solution. Donc RT, l'on n'est pas rien de AI. Bien sûr, on définit un coefficient d'activité gamma I est égal à l'activité sur la composition. Alors maintenant, on va passer à un nouveau chapitre intitulé Les solutions et les diagrammes binaires, liquide, vapeur. D'abord, on va établir ce qu'on appelle une solution idéale. Alors, une solution idéale, c'est une solution qui doit obéir à une loi qu'on appelle la loi de Raoult, dont la définition est la suivante. Donc, un mélange est idéal de deux produits A et B si elle obéit à ce qu'on appelle la loi de Raoult. Alors, on va essayer d'établir sa loi très simple de Raoult, considérant un équilibre entre une phase liquide et une phase vapeur parfaite. Donc, vous avez équilibre entre phase liquide et phase vapeur parfaite. Donc, puisqu'on a équilibre, on doit égaliser le potentiel chimique de la phase liquide et le potentiel chimique de la phase vapeur parfaite. Alors, je rappelle, ce sont les potentiels chimiques qu'on vient de déterminer il y a quelques minutes. Alors, pour la phase liquide idéale, le potentiel chimique en phase liquide est égal au potentiel chimique en phase liquide pure du produit I plus le terme de mélange, R est l'omnébérien de X qui est la fraction en phase liquide. Pour la vapeur, le potentiel chimique du gaz, c'est le potentiel chimique du gaz plus pur, plus RT, l'omnébérien de la pression du gaz. Alors, égalisons ces deux potentiels chimiques, et on retrouve l'expression suivante, l'omnébérien de PI sur XI, c'est la différence des potentiels chimiques de la phase liquide moins la phase vapeur sur RT. Alors ceci, ce n'est autre que la variation moins la variation de l'enthalpie libre de vaporisation. Donc bien sûr, P c'est la pression, et X c'est la composition, la fraction molaire en phase liquide. Alors, prends cette expression, donc l'omnébérien de PI sur XI est égal à moins delta G sur RT, que nous avons déduit après l'égalisation des deux potentiels chimiques. Maintenant, si je prends le corps pur, c'est-à-dire, par exemple, I est égal à 1. Alors, X est égal à 1, c'est-à-dire j'ai seulement le produit 1 dans ma solution. Alors, on a un corps qu'on appelle pur. Donc, puisqu'il s'agit d'un corps pur, donc je vais faire appel ici à PI étoile. Donc, l'omnébérien de PI étoile, XI est égal à 1, donc c'est l'omnébérien de PI est égal toujours à la même expression. Je change rien ici. Alors, à partir de ces deux relations, l'égalisation de ces deux expressions, on obtient la pression du constituant I est égale à la composition du constituant multiplié par la pression de vapeur du corps pur. Et c'est ça qu'on appelle la loi très simple, qu'on appelle la loi de Raoult. Donc, ici on obtient, bien sûr, si je passe P en fonction de Xi, je vais trouver une loi. Alors cette loi, elle établit la relation entre la pression partielle d'un composé I et sa fraction molaire dans la phase liquide. Alors maintenant, essayons de voir l'équilibre entre deux solutions parfaites, c'est-à-dire la vapeur en équilibre avec une solution binaire parfaite liquide de 1 plus 2. Donc nous avons un liquide 1 plus 2 et qui est en équilibre avec sa vapeur parfaite. Donc nous avons pour la vapeur une seule phase. Ici nous avons deux phases liquides non miscibles.
On va essayer d'établir le diagramme liquide parfait, vapeur parfait. Donc c'est ça mon système que je vais étudier. Donc c'est pour cela qu'il faut tout d'abord établir les différents paramètres qui vont affecter ce système. Donc on va définir ce dernier. Alors les différents paramètres de mon système que je vais étudier. Tout d'abord, on a la composition en phase liquide de 1 et de 2, X1, X2. Deuxièmement, on a la composition en phase vapeur Y1 et Y2. Et pour terminer, vous avez la température, bien sûr, et la composition. Donc nous avons en total à peu près 6 paramètres à déterminer si on veut étudier ce système. Alors on va faire appel à la relation de Gibbs, c'est-à-dire étudier ou calculer la variance de mon système. Mu est égal à C plus 2 moins V. Donc vous trouvez facilement que la variance est égale à 2. C'est-à-dire que pour étudier mon système ici, il suffit de connaître deux facteurs, deux paramètres et de déduire les autres. C'est-à-dire on va établir deux équations pour décrire le système qui est ici. Donc je reprends, la variance est égale à 2, donc il me faut deux équations. Alors j'ai d'une part la pression en fonction de la composition en phase liquide et la pression en fonction de la phase vapeur, et ceci à température constante. Donc j'ai une équation ici, et voilà la deuxième équation, bien sûr toujours en fixant la température. Dans ce cas, je vais tracer un diagramme binaire liquide-vapeur, mais isotherme, à température constante. Où je peux travailler, c'est-à-dire chercher une équation T est égale à F de la composition en phase liquide, et T en fonction de la composition en phase vapeur, mais cette fois-ci à pression constante. Ce qui me donne ce qu'on appelle un diagramme isobar liquide vapeur. Donc autrement dit, on va tracer un diagramme isotherme et après on va passer au diagramme isobar. Alors quel que soit le diagramme ici, si je prends pour le diagramme par exemple isotherme, donc je vais tracer, chercher d'une part deux équations P est égal à F de X1, X2 en base liquide. Ça va nous donner une courbe qu'on appelle la courbe d'ébullition CE. Et une autre courbe, ou une autre équation P est égal à F de Y1, Y2 en phase vapeur. Et va me donner une autre courbe qu'on appelle la courbe de Rosset. Donc ça bien sûr si on travaille à température constante. Bien sûr on va faire la même chose pour la pression constante. Donc commençons par le diagramme binaire isotherme, c'est-à-dire à température constante. On va tracer la courbe C industrielle, c'est-à-dire P est égal à F de X. On a un mélange binaire de 1 et 2. Le mélange liquide il est idéal, donc il doit suivre la loi qu'on vient de déterminer tout à l'heure, la loi de Raoult. Donc 1 suit la loi de Raoult et 2 aussi suit la loi de Raoult. Donc P1 est égal à X1 P1 du corps pur et P2 est égal à X2 P2 du corps pur. Prenons la pression totale de mon système, donc P est égal à P1 plus P2. Donc X1 P1 du corps pur plus X2 P2 du corps pur, avec X1 plus X2 est égal à 1. Donc
Ce qui m'amène à établir l'expression suivante. Donc, P est égal à P1 du corps pur plus X2 facteur de P2 moins P1. Donc, je trouve une expression P est égal à F2 X2 ou P est égal à F2 X1. Donc, comme vous remarquez, si je veux porter la pression totale en fonction de X, ce n'est donc ici que, donc c'est tout simplement une droite linéaire. Et cette courbe, c'est ce qu'on appelle la courbe des Bussy. Donc, traçons cette courbe sur un diagramme binaire. Donc, ici, on porte la pression totale de mon système P est égale à P1 plus P2. Ici, c'est la composition, le produit 1 pur, ici, le produit 2 pur. Je porte les pressions du corps pur 2 ici, la pression du corps pur 1. Et si je rejoins par une droite les deux pressions P1 et P2, ça me donne normalement la pression totale, la courbe qu'on appelle la courbe d'évolution C. Bien sûr, ici la courbe en bleu, c'est la loi de Raoult pour le produit 2. Et ici, en rouge, c'est P1 est égal à X1, P1, 0. C'est ce qu'on appelle l'équation de la loi de Raoult pour le produit 1. Donc, la courbe de révolution est obtenue tout simplement en joignant les pressions du corps pur du produit 1 et du constituant 2. On remarque ici que 2, la pression de 2 est supérieure à la pression de 1, donc le produit le plus volatile, c'est celui qui a la pression la plus élevée. Donc ici, c'est le produit 2 qui est le plus volatile. Alors maintenant, traçons la courbe de Rosé, c'est-à-dire déterminons l'équation P, la pression totale en fonction de la composition en phase vapeur Y. Alors on a la fraction molaire en phase vapeur Y1, ce n'est d'autre que P1 sur la pression totale. En passant P1 par la loi de Raoult, donc P1 est égal multiplié par X1 sur P. Par ailleurs, la pression totale c'est P1 plus P2. Donc P1 est égal X1 plus P2 est égal X2. Donc de là, je peux déduire X1 est égal P moins P2 étoile sur P1 étoile moins P2 étoile. Et remplaçons cette expression ici dans Y1. Alors on obtient pour Y1 l'expression suivante, donc P1 du corps pur multiplié par P moins P2 du corps pur sur la pression P1 moins P2 du corps pur multiplié par la pression totale. Alors on fait la même chose pour la fraction Y2. Donc on obtient la même expression, il suffit de changer l'indice 1 par 2. Alors la représentation mathématique de ces deux expressions, ce n'est d'autre que ce qu'on appelle un arc d'hyperbole. Alors cet arc d'hyperbole, pour l'obtenir, c'est très simple, il suffit de joindre les deux pressions P1 et P2. Et on obtient ce qu'on appelle la courbe de Rosé. Alors passons cette courbe. Alors si je vous rappelle, c'est la courbe d'évolution, c'est P est égal à F de X en phase liquide. Et ici, l'arc d'hyperbole, c'est la courbe de Rosé. La pression en fonction de la composition en phase vapeur. Donc si je veux, ici sur la courbe en bleu, c'est la fraction phase liquide, et en vert, c'est la fraction en phase vapeur. Alors les phases ici, c'est du liquide. Quand je m'approche, bien je suis sur la droite ici, la courbe d'évolution, j'ai la première courbe du liquide qui va apparaître. Entre les deux,
vous avez deux phases liquide et une phase vapeur, et en bas, vous n'avez que de la vapeur. Donc là, on a porté la pression totale en fonction de la composition de mon système. Et on a travaillé à température constante. Alors, je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite bon courage.